Normalement, vous voyez à l'écran ma tête avec, est-ce que c'est OK? C'est bon? Tout le monde voit, ouais, vous voyez bien, c'est OK. Avec un cercle, en fait, une photo qui est issue d'un cercle d'hommes que j'ai réalisé il y a quelques semaines. Et lors de ce cercle, en fait, j'ai symbolisé un peu ce qui me semble un chemin salvateur pour chaque homme, c'est de libérer, d'ouvrir la cage et de libérer son cœur. Il y a quelque chose de cette symbolique-là, on va dire, pour planter un peu le décor. Et donc, c'est comme ça aussi que je voulais commencer. Et cette masterclass, pourquoi je suis là? Je crois que depuis tout petit, euh, j'aime aller à la rencontre des autres. Et quand je dis tout petit, j'avais quelques années, je crois que j'allais tisser les liens avec les gens, découvrir la richesse de chacun et l'effet miroir aussi que ça me proposait, en fait, découvrir tous ces univers et tous ces mondes. Et à force d'aller découvrir les gens, il y a aussi le lien, en fait, qu'on tisse ensemble. Vous voyez, ce qu'on appelle le 8 horizontal, le Lemnis 4, là, comment on tisse aussi cette relation entre nous. Donc, il y a la relation à soi qu'on va évoquer ce soir, et ensuite la relation, en fait, à l'autre. Donc, voilà aussi pourquoi je suis là, parce que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup appris d'être en lien avec les autres, et la connaissance que j'ai fait, en fait, sur moi m'a beaucoup appris. Bon, les micros, je les ai coupés, donc voilà, je m'en suis chargé. L'idée, les téléphones, si c'est OK pour vous, de les mettre en veille ou autre. Puis si vous avez un peu d'eau et de quoi noter, éventuellement, si vous avez peur d'oublier votre question à la pause qu'on fera à peu près à la moitié de la masterclass, voilà, vous pouvez éventuellement la noter et puis on en reparle d'ici une demi-heure. Comment ça va se structurer? En fait, ça va se structurer en 4 points avec la place de l'homme aujourd'hui et les injonctions. Donc l'idée, c'est je ne vais pas forcément revenir en fait sur le passé, sur tout ce qui a été, non pas pour l'oublier, le nier ou ce genre de choses, mais je me dis c'est quel est notre pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire sur quoi on peut agir. Sur le passé, on ne peut pas trop agir, on peut accueillir éventuellement des souffrances qui ont été causées, ce genre de choses, mais notre pouvoir, il est là, ici et maintenant, aujourd'hui, et pas non plus en fait dans 20 ans, en fait, pour savoir comment ça va se passer. Ensuite, je vais exposer un peu moi les 4 rôles majeurs que je vois dans notre vie en fait d'homme au quotidien, et comment les injonctions qui sont en amont, en fait, dans le point 1, peuvent influer en fait sur la manière dont on joue les rôles dans notre quotidien. Et ensuite, c'est de se dire, et s'il y avait d'autres voies pour manifester ou incarner en fait ces rôles, mais avec une manière qui est plus épanouissante, avec une manière qui nous met plus en joie, qui nous fait plus vibrer. Et l'idée, c'est de voir, tiens, et ces chemins, est-ce que j'ai envie de les emprunter? Déjà, est-ce que j'en ai conscience? Est-ce que j'en ai connaissance? Et ensuite, est-ce que j'ai envie de les emprunter? Et puis, en dernier lieu, l'idée, c'est de se dire, si j'ai envie de faire un premier pas sur ce chemin, ou de continuer, si jamais j'ai déjà entamé quelque chose, est-ce que je le fais en individuel ou est-ce que je le fais en groupe? Donc, ça va se structurer comme ça, en fait, dans les minutes qui vont suivre. L'idée, c'est qu'à la fin de l'enregistrement, enfin, à la fin de la masterclass, pardon, vous aurez l'enregistrement, vous le recevrez demain dans vos boîtes mail. Alors, regardez encore vos spams, parce que voilà, il est possible que ça arrive dans la boîte des indésirables. Et puis, je vous enverrai aussi une petite méditation, visualisation sur le petit garçon intérieur. C'est quelque chose que j'ai écrit et que j'ai enregistré. Et ça fait partie aussi pour moi du chemin de guérison et de pacification, donc à soi et du coup à l'autre, ce chemin, on va dire, de l'enfant intérieur. Mon parcours en quelques mots, donc l'idée c'est que je mets des termes en fait dessus, qui est thérapeute holistique et facilitateur de relations. Comme je vous l'ai dit, moi, tout à l'heure en préambule, les relations, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur d'aller à la rencontre de l'autre et comment on fluidifie en fait cette relation, comment on la goûte en fait d'une manière qui est agréable et en joie. Et l'idée de thérapeute holistique, il y a l'idée de prendre soin. Et l'holistique, ça veut dire qu'on prend l'être humain dans sa globalité, en fait, dans tous ces champs, en fait. On ne restreint pas, par exemple, je ne suis pas qu'un corps physique,
on va prendre en compte aussi l'émotionnel, on va prendre en fait le côté un peu plus spirituel, un peu plus éthéré, on va prendre en compte le mental, en fait, comment on compose avec lui. Et donc, ça fait, j'aime vraiment ça, en fait, me dire que, OK, moi j'ai des richesses, c'est une chose, mais est-ce que je peux accompagner les autres à révéler les leurs? Et après, comment on tisse des liens, en fait, pour que ça révèle quelque chose de beaucoup plus grand, en fait, que si j'avais été tout seul. Et donc, ça fait une dizaine d'années que j'accompagne, en fait, des personnes sur ce chemin, en fait, du mieux-être. Et j'utilise, en fait, en fonction des découvertes que j'ai faites, des expérimentations que j'ai faites, j'utilise désormais les huiles essentielles, par exemple, on en reparlera par rapport au côté émotionnel, la vibration des bols tibétains pour aller quelque chose de plus cellulaire, en fait, de plus en profondeur, la méditation de pleine conscience qui est quelque chose de l'ordre de la présence, combien je reviens ici à mon corps et mon ressenti et je descends du mental vers mon corps. Et puis le chant, c'est qu'est-ce que j'offre au monde, comment je manifeste en fait les choses et comment j'ouvre en fait au monde et je partage ma voix. Je dis que je suis un homme en chemin parce qu'il n'y a rien d'abouti. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai entamé en fait un travail j'aime plus trop, je l'utilise finalement par réflexe. Vous savez, ce côté travail sur soi, je ne sais pas si il y a des gens qui utilisent travail comme étant l'étymologie, c'est trépalium en fait, c'est un outil de torture des Romains, alors ça invite pas trop. Je préfère exploration, chemin en fait, ou plutôt que ce côté travail. Et donc ça fait 15 ans que je chemine, on va dire, sur le connais-toi toi-même en fait. Et je suis le père de 5 enfants, dont un dans les étoiles. Et puis, je fais un parcours de vie avec ma femme Amélie depuis 24 ans. Et c'est quelque chose aussi, alors qui n'est pas une vérité absolue, qui n'est pas un chemin qu'on doit emprunter, mais qui, moi, me nourrit et m'a aidé aussi au cours de mon parcours. Donc voilà en quelques mots ce qui m'amène devant vous. Et surtout, l'idée de se dire, c'est que pendant ces 15 années où j'ai découvert des outils, des pratiques, où j'ai traversé moi-même des blessures, je les ai pensées, j'ai exploré des injonctions, je m'en suis libéré, j'ai mis de la conscience et de la lumière à des endroits, et je vois en fait ce que ça m'a apporté. Je vois comment je me sens plus léger, je vois comment ma vie est plus simple. Ça ne veut pas dire que tout est simple, mais comment c'est plus léger pour moi en fait, comment je suis plus ouvert à certaines choses. Et de ce fait, j'ai aussi envie de le partager. Non pas comme une vérité absolue, mais comme une possibilité, en fait. Donc voilà aussi pourquoi je suis là. Et dans cet accompagnement, j'accompagne les enfants, les femmes et les hommes. Et pour les hommes, j'accompagne aussi en groupe et en individuel. Et dans les groupes, il y a de très belles choses aussi qui se passent et on l'évoquera tout à l'heure. Voilà pour mon parcours. La place de l'homme aujourd'hui et les injonctions. Comme je disais, je ne vais pas refaire un historique, en fait, du patriarcat ou de ce qu'on entend, en fait, non pas pour nier les choses, non pas pour les minimiser, mais comme je disais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, en tant qu'hommes, pour nous et pour le reste du monde, c'est-à-dire dans nos relations et où on va mettre notre énergie. Et il y a une approche que j'aime bien, c'est celle de Bernard Chomeil, avec qui j'ai fait un entretien il y a quelques semaines. Et Bernard Chomeil, il a écrit un livre qui est « Tu seras un nouvel homme, mon fils ». Et c'est comment se libérer des injonctions qui pèsent sur le masculin et sur les hommes. À cet endroit-là, moi, je trouve ça moins lourd que « t'es pas ceci, t'es pas cela, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ça, l'homme idéal, il est comme ci, tu fais jamais ce qu'on te dit, t'écoutes ». Enfin, voilà, quelque chose de très blâmant, en fait, de quelque chose qui est plus à porter un poids. Je préfère éventuellement l'approche de se dire que le petit garçon, quand il arrive au monde, il baigne déjà dans un environnement, en fait. Et de cet environnement, il y a des injonctions qui arrivent. Donc les injonctions, c'est comme si on avait des ordres implicites ou explicites de se comporter, d'être au monde. Et de ces injonctions, en fait, on les accepte ou pas, mais dans l'ensemble, on les accepte. Et quand on les accepte,
elles viennent conditionner notre vie. Et on a des injonctions qui sont de l'ordre archétypal, on va dire, quelque chose qui est grand, en fait, des égrégores, de ces amas de pensée. Il y a des injonctions qui sont plus des injonctions, en fait, au niveau du corps, au niveau de la personne, ou au niveau de la famille. Et puis, on a des injonctions qui sont, elles, au niveau sociétal. Et ces injonctions, elles viennent conditionner aussi nos manières d'être. Parce qu'en fait, ce n'est pas nous qui vraiment décidons de la manière dont on agit, mais c'est plus l'injonction à laquelle on obéit qui vient guider en fait notre manière d'être. Si je prends l'exemple d'une des blessures archétypales qui est « ne pleure pas », on peut dire souvent aux hommes bah, tu n'affiches pas tes émotions, tu ne parles pas, tu ne dis pas ce qui vit en toi, tu pleures jamais, on dirait que tu es impassible. Oui, ok, ça marche. Mais si cet homme, quand il était petit garçon, on lui a dit « mais pleure pas, tu n'es pas une fillette. Ne pleure pas, tu es fort. Ne pleure pas, ça ne se fait pas, il y a du monde. » Donc en fait, cet enfant, qui est un homme aujourd'hui, il s'est fermé. Et en fait, ce qu'il vivait profondément comme de la tristesse au plus profond de lui, il s'est dit « mais j'en fais quoi, moi ? Qu'est-ce que je fais de cette tristesse ?» Et l'émotion, c'est une énergie, en fait. C'est une énergie de vie, c'est un mouvement de la vie. Alors, je fais beaucoup ça, je vais essayer de baisser peut-être un peu juste ma caméra doucement pour que vous voyez. C'est un mouvement de vie, en fait. Pour moi, l'émotion, je fais vraiment ça. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un mouvement, c'est émouvéré, en fait. C'est un mouvement vers l'extérieur. Si ce mouvement ne peut pas se faire, ça va où, en fait? La vie qui cherche à s'exprimer en nous, on ne sait pas ce que ça vient. Alors, soit, ce qu'on peut faire, bah, c'est on peut éventuellement se dire « ah bon, je n'ai pas le droit de pleurer, mais par contre, j'ai le droit de crier, je suis une brute. Donc, j'ai le droit éventuellement de me mettre en colère. » Ça, c'est acceptable. Donc, ce que je vis en moi comme étant de la tristesse, je vais l'exprimer comme étant de la colère. Il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Je suis pas en phase avec moi-même, je me mens à moi et je mens aussi à l'extérieur. Et donc, j'arrive plus trop à savoir ce qui vit en moi. C'est vraiment de la tristesse que je vis ou c'est de la colère? Et donc ça, c'est quelque chose qui plane aussi sur le petit garçon qui arrive au monde. Si on prend, garde le contrôle, par exemple. Garde le contrôle n'est pas la maîtrise. Le contrôle, ça ferme, en fait. C'est vraiment comme ça, quoi, le contrôle. Le contrôle, c'est quelque chose qui compresse, qui ne permet pas l'expansion, quoi. On n'est pas aligné à cet endroit-là. On est enfermé, en fait, avec quelque chose. Et le prends sur toi peut aussi rejoindre ça. Prends sur toi. Ça veut dire quoi, prends sur toi? On le met où après? Vous savez, c'est comme si le sac à dos, il s'alourdissait, en fait. Ça devient lourd. Je dois prendre sur moi, prendre sur moi, prendre sur moi. Ok, ça marche. Mais si moi, je ne sais pas m'en libérer, en fait, qu'est-ce que j'en fais? Je le mets où? Et ça pèse et ça pèse. Et si je le garde à l'intérieur de mon corps, on verra tout à l'heure, qu'est-ce que ça peut faire? C'est toujours pareil. L'émotion, c'est, on va dire, une énergie, quoi. Elle va où? Comment elle se transforme? Comment elle reste en moi? Je dois prendre sur moi, mais c'est écrit où? Pourquoi j'ai accepté à un moment donné dans ma vie de prendre sur moi? Donc ça, c'est un autre champ des injonctions. Alors Bernard, ce qu'il met dans son livre, il y en a 33 des injonctions. Derrière, il y a un petit message, un petit mantra qui permet de faire un chemin et de se libérer d'où ça vient. Après, dans les blessures sociétales, qui font partie de l'histoire, c'est « travail pour réussir ta vie », par exemple. Combien d'hommes ont encore dans l'idée de se dire qu'il faut ramener de l'argent, il faut subvenir aux besoins de sa famille, il faut gagner de l'argent pour réussir. Ma vie, il faut que je la gagne. On ne me l'a pas donnée à la naissance, il faut que je la gagne. Et je la gagne, elle se traduit par l'énergie argent. Et bien ça, c'est pareil. Ça induit quoi, en fait, dans la manière de... Comment ça oriente notre vie? Comment on va mettre notre énergie au service et de quoi? Puisque je dois travailler pour réussir ma vie. Donc l'idée, je vous en ai mis quelques-unes là, comme je vous disais, il y en a 33, c'est OK. Donc on arrive au monde, on baigne dans un environnement, dans un pays, dans une société, dans une famille, dans l'école, dans des institutions, et tout ça en fait vient nous dire éventuellement comment on doit être. Et si on accepte ça, eh ben, on considère que c'est comme ça qu'on est à un moment donné.
Et on a l'impression que, bah oui, mais c'est comme ça en fait. Ça fait partie de notre vie, c'est comme ça. Tant qu'on met pas de lumière là-dessus, tant qu'on n'accepte pas éventuellement d'avoir été blessé, parce que derrière, il y a une blessure, parce qu'il y a peut-être une part de nous qui a pas envie de ça. Mais non, mais moi, je suis pas une brute. Mais moi, pleurer, j'ai pas j'ai pas de problème à pleurer. D'ailleurs, ça me serait peut-être salvateur. Et puis, prendre sur moi, bah, non, j'ai pas envie. Mais est-ce que je peux voir, en fait, que je suis conditionné par ça? Donc moi, l'approche, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut considérer, non pas pour en faire une victime de l'homme, comme pourraient dire certains, c'est pas ça l'idée. C'est pas de dire qu'on est une victime, c'est se dire que si je mets de la lumière et de la conscience à cet endroit-là, je peux aussi prendre la responsabilité de penser les blessures. Je peux avancer avec et faire une exploration et comment je fais en fait avec cette injonction. Est-ce que je peux la démonter pour choisir autre chose? Mais encore pour ça, il faut que je mette de la lumière dessus. Comment ça influe ces injonctions dans ma vie? Donc j'ai fait 4 rôles. Dans l'idée, c'est qu'il y a l'acteur en fait. Alors quand je dis l'acteur, c'est de se dire, il y a des gens qui appellent ça l'acteur, le serviteur, le guerrier, l'explorateur. Souvent, il y a des fois des archétypes qui sont autour de ça. Moi, j'aime bien résumer ça, c'est où je mets mon énergie. On est tous animés en fait d'une énergie. Où est-ce que je la mets? Comment je l'utilise? Et si on a des injonctions, comme on a vu tout à l'heure, qui viennent mettre une empreinte en fait sur nous. Par exemple, on peut voir que ce monsieur-là qui crie, lui, c'est peut-être pas de la colère qu'il ressent à cet endroit. Mais sa seule manière en fait de dominer éventuellement, sa seule manière en fait de s'exprimer, c'est de dominer. Sa seule manière de s'exprimer au monde, c'est cette manière-là parce qu'il n'en a pas appris d'autres. Il considère que c'est comme ça qu'il peut affirmer en fait qui il est. Eh ben, il va crier. Il va s'affirmer par la force. Ce qui peut se passer aussi, c'est que, comme on l'a vu tout à l'heure, si je dois contrôler, en fait, je dois garder toutes les émotions à l'intérieur éventuellement. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il y a une sorte de trop-plein. Il y a quelque chose qui ne trouve plus son chemin et donc le corps se fait messager. L'énergie suit la pensée. Souvent, après, bah voilà, c'est comment on fait avec notre mental. Qu'est-ce qu'on fait avec ces dizaines de milliers de pensées qui nous viennent par jour? Et comme l'énergie suit la pensée, bah moi c'est pareil, je suis quelqu'un de très mental éventuellement, on va dire. Si on ne nous a pas appris, enseigné comment ça fonctionnait, bah je considère que c'est mon mental qui va guider ma vie. On est dans un monde aussi de compétition souvent, dès l'école, dès le début. Donc entre nous, les hommes, on est dans la compétition. On n'est pas dans le compétere, l'origine du terme qui dit avancer avec. Non, on avance contre. Et en fait, c'est pareil, comme disait Thomas d'Inzambourg, c'est on est dans un monde où soit on est écrasé, soit on écrase. Donc à choisir, on choisit souvent d'écraser. Et puis comment on prend soin de son corps, c'est pareil. Le corps peut être un boulet. Je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, en fait, dans une injonction, le corps, il faut qu'il avance, quoi. C'est une machine qui doit faire ce qu'on lui demande. Et puis si ça ne marche pas, bah, ça ne va pas, on est frustré. Donc l'idée, en fait, aussi du corps, c'est il doit être à notre service. Et on n'est pas tant à l'écoute, en fait, de comment ça fonctionne et qu'on vit aussi une expérience au travers de lui. Le corps doit être à notre service. Et puis pareil, dans les émotions, bah, des fois, on a besoin de substances pour alléger, en fait, toute cette intensité émotionnelle qui vit en nous. Donc, bah, le corps, il n'est pas très respecté, en fait. On n'est pas très doux, en fait, avec son corps. Et puis, on voit ce monsieur qui travaille parce que c'est son job. C'est ça qu'on lui a dit. Travaille pour réussir ta vie. Donc, c'est ça qui peut peser dans une version un peu côté obscur de la force, j'allais dire, un peu dans l'ombre. Ces injonctions peuvent nous amener à ça. Et est-ce que c'est épanouissant? Pour moi, je ne crois pas. Donc, ça, c'est pour l'acteur, le serviteur, en fait, le guerrier. Ensuite, on a le père. Comment je guide, comment j'accompagne, en fait, les enfants. Comme on a vu tout à l'heure, on est dans une structure qui est institutionnellement, qui peut être descendante, verticale, autoritariste,
coercitive, dans un endroit en fait de domination. Et si on m'a dit, mais toi, en tant que père, ton rôle, c'est d'imposer la loi, et imposer la loi ne veut pas dire poser la loi, l'autoritarisme n'est pas l'autorité, et bien ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais utiliser ma puissance ou ma force physique ou ma voix pour faire obéir en fait. Et on va dans un champ de l'obéissance. Et c'est ça qu'on apprend dans l'ensemble tout petit. On apprend souvent à obéir. Moi, je ne crois pas en fait à l'obéissance comme modèle éducationnel. Je vous expliquerai tout après pourquoi. Et donc souvent dans cette obéissance, on a le père qui fait peur avec son doigt, qui dit tu vas voir, et des fois il y a des mamans qui vont dire aussi tu vas voir quand ton père va rentrer. Donc c'est déjà qu'on a un rôle qui nous est attribué de celui qui fait peur. Les enfants qui vont en coin parce qu'on ne sait pas comment faire avec eux, qui sont souvent un symptôme de notre obéissance, on crie tellement fort qu'ils ont peur, ils n'écoutent plus du tout le message qu'on essaie de leur passer, ils sont complètement déconnectés du fond de la forme, parce que s'il a peur, un enfant se ferme et il n'y a plus personne. Et puis l'histoire des gros yeux, vous savez, ces trucs, comme on dit, voilà, je vais faire les gros yeux, c'est un truc qui est resté aussi quand même, quoi. Donc, on est dans un schéma, en fait, un peu tyrannique de domination. Et puis, dans l'idée, c'est qu'il y a aussi des fois le père qui est absent. Alors, Guy Corneau avait déjà bossé là-dessus avec son livre Père manquant, fils manqué. L'absence, ça peut être un père absent qui est vraiment absent, ou un père qui est présent physiquement, mais qui est absent, en fait. C'est-à-dire qu'il n'est pas en lien, en fait. Et ça, il y a de nombreux témoignages qui disent quelle influence ça a sur les fils que nous sommes, en fait. Qu'est-ce que ça devient, en fait? Si on n'a pas cette présence paternelle, comment ça joue sur nous? Mais qui eux-mêmes ont hérité aussi des injonctions en amont. Donc moi, en tant qu'homme, je peux jouer sur la lignée. Je peux me dire, OK, ça marche, les injonctions qui descendent peut-être de génération en génération. Moi, en tant qu'homme, ici et maintenant, je peux choisir avec mes enfants, ou moi, en tant que fils, de me libérer de ça et de faire autrement. Même si c'est pour faire la même chose. Mais en tout cas, je choisis de le faire. Je n'hérite pas d'une loyauté familiale. Dans l'amant, c'est comment je suis en relation et comment je vis dans mon couple, comment je vis les choses. Alors, et le rapport au corps aussi. Parce que le rapport au corps, je ne l'ai pas dit avec le père, mais c'est pareil. Si c'est un père qui doit poser la loi aussi physiquement, on construit en fait quelque chose dans le rapport au corps qui est conflictuel en fait. On est dans la dureté du lien. On n'est pas dans la douceur. Et donc on construit aussi un rapport particulier en fait avec les hommes. Et en l'occurrence, soit c'est un père biologique ou un père symbolique, mais on construit quand même un rapport aux hommes qui peut être un rapport au corps avec un rapport de violence, avec un rapport de domination, avec un rapport de coercition. Et qu'est-ce que ça fait comme empreinte dans notre corps? Donc quand on vient dans le rôle de l'amant, c'est comment ça joue aussi ces injonctions ou les manières dont on voit les choses, par exemple. Par rapport à notre corps, on l'a dit tout à l'heure, peut-être que le corps, c'est juste un objet qui nous sert et qui a intérêt à nous servir, parce que sinon on va être violent avec lui et on ne va pas le respecter. Et ensuite, dans l'idée, c'est dans mon rapport au couple, je vais me taire en fait. Je ne vais pas parler. Je sais pas, la communication, le chemin vers l'extérieur, on ne m'a jamais appris, quoi. Ou de toute façon, quand je m'exprime, ça ne va jamais comme il faut. Et donc, ici, c'est coupé en fait. Au niveau de la gorge, je ne m'exprime pas. Et sans communication, il n'y a pas grand-chose qui passe en fait. Si on n'arrive pas en fait à communiquer, même par écrit ou autre, il n'y a pas grand-chose qui passe. On peut se retrouver à dire pour être entendu, on va retrouver la même violence qu'on a retrouvée dans l'enfance, c'est-à-dire qu'on va forcer l'autre à nous écouter et on va réutiliser notre force physique, encore dans un rapport de domination. On va être lié par rapport aux injonctions et par rapport éventuellement aux héritages familiales et sociétaux. Et donc, on ne va pas pouvoir faire comme on veut parce qu'on n'a pas choisi à un moment donné de faire le chemin pour se libérer. Et il y a une sorte de mécanicité, en fait. C'est un peu comme si on était des robots coupés de notre émotionnel. Et on est dans le faire, en fait. On est dans une relation qui est très mentale, on cherche beaucoup de solutions, mais on n'est pas dans l'être.
Et puis sur le pan de la sexualité, on le verra aussi tout à l'heure, on est dans une sexualité qui est très mentale. On est dans une sexualité qui est très dans le faire. On est dans le quantitatif. On est souvent dans un objectif. Et l'objectif, c'est quelque chose qui est l'orgasme. On doit atteindre un but, que ce soit le nôtre ou celui de la femme, on va dire. Et donc, il y a un objectif. On est dans quelque chose du faire, de tourner vers l'extérieur. Et ça met aussi une certaine pression. Il y a certains hommes qui vivent ça, il y a une pression, quoi. Et il y a certaines femmes aussi qui vivent une pression par rapport à ça, parce que ce n'est pas forcément épanouissant. Donc on verra comment on peut faire basculer dans d'autres voies, faire quelque chose de plus épanouissant, que ce soit dans la communication ou dans la sexualité. Alors, bien. Ouais. Et ensuite, il y a un dernier point qui est un peu le sage. Quand je dis le sage, c'est quel rapport j'ai avec le plus grand que moi. Alors certains appelleront ça la spiritualité, d'autres, ça peut être le rapport à la nature, le religaré, comment je suis relié aux choses. Et quelqu'un qui est resté dans ce modèle de domination, qui n'a pas envie d'être écrasé, donc qui choisit d'écraser, va pas forcément prendre soin. Parce qu'en plus, s'il n'y a pas d'ouverture à ça, en fait, d'ouverture à l'extérieur, il n'a pas d'intérêt en fait, propre. Il n'a pas d'intérêt à goûter. La sensibilité, c'est pas quelque chose qu'il connaît. Ou la sensibilité, c'est pour les faibles. Se sentir tout petit dans un monde très vaste, c'est un peu se sentir vulnérable. Donc c'est pareil, c'est pas pour moi. Donc je reste très, très autocentré. Il y a quelque chose de démiurge, vous voyez, c'est un peu le gars qui est avec sa couronne, quoi. Je suis le roi, en fait. Je suis le roi et c'est moi qui impose. Et je suis dans une dynamique aussi qui peut être une dynamique guerrière. J'ai un rapport au monde où je ne me soucie pas, en fait, de ce qui se passe dans la globalité, dans plus grand que moi. Et j'ai un rapport au corps, c'est pareil, j'ai un rapport au corps qui est très automatique. J'ai un rapport au corps qui est très mécanique. Je ne vois pas mon corps comme un messager, comme un véhicule de quelque chose de plus large, en fait, qui me permet de goûter la vie, en fait, qui me permet de manifester des choses. Et ce que je protège, c'est je protège, en fait, mes acquis, en fait. Je protège le côté matériel des choses. Parce que finalement, si je me révèle, c'est je me révèle dans ce que j'ai et non pas dans ce que je suis. Et donc tout ça, c'est pareil. Tout ça peut venir aussi hériter d'injonctions dans lesquelles on a baigné et auxquelles on a donné du crédit et auxquelles on a adhéré. Donc ça, c'est les 4 grands points que je vois en fait aujourd'hui et qui, des injonctions qu'on a reçues et qu'on a fait siennes, découlent en fait des manières d'être. Donc je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans certaines, on va dire enfermées en fait dans certaines de ces injonctions, ou si elles vous pèsent, ou si vous les avez sur vous, vous avez le sentiment en fait de vivre ces injonctions et qu'elles induisent des manières d'être pour vous. Mais l'idée, c'est de se dire aussi, c'est comment on sort de ces injonctions. Parce qu'une fois qu'on en a pris conscience, de se dire, ah oui, tiens, j'ai tel comportement, j'ai telle manière d'être, je ne me sens pas épanoui en fait dans ma relation. Parce que moi, je crois que le meilleur témoin, c'est ça en fait. C'est est-ce que je suis en joie? Est-ce que je suis en joie avec mes enfants? C'est quoi la qualité de la relation? Est-ce que je suis en joie dans mon travail, là où je mets mon énergie? Ou c'est comme un lundi? Est-ce que je suis en joie en fait d'être ici et maintenant? Comment ça vibre à l'intérieur de moi? Et est-ce que je suis en joie, en fait, quand je suis dans mon couple? Est-ce que c'est quelque chose qui me nourrit ou est-ce que c'est quelque chose qui me pèse? Est-ce que c'est lourd l'ambiance ou est-ce que c'est quelque chose qui fait grandir? Et quand je dis couple, on peut avoir une relation qui n'est pas forcément une relation dans la durée, mais c'est comment je tisse le lien, quoi. Et est-ce que ce lien me nourrit? Quand on arrive à se libérer, en fait, des injonctions, on peut révéler une autre manière, en fait, d'être au monde.
l'idée, c'est est-ce que je peux être ouvert à d'autres chemins? Je crois que c'est la première chose à savoir ou à accueillir. C'est est-ce que je m'autorise? Est-ce que je m'autorise un autre chemin? Parce que là, c'est de ma responsabilité, en fait. On peut se dire, bah ouais, mes parents, ils ont été comme ça, j'ai baigné dans une institution qui était l'école, qui était comme ça. Je me suis retrouvé, en fait, en couple avec des gens comme ça. OK. Aujourd'hui, si je mets de la lumière sur tout ça, en fait, sur ce qui me correspond plus, ce qui me va plus, me dire, tiens, est-ce que ça vient de là? Est-ce que je m'autorise à me libérer de ça, en fait, une fois que j'ai mis de la conscience et de la lumière? Et donc l'acteur, en fait, le serviteur et ce guerrier, c'est une des, une des premières choses, c'est comment je fais la paix, en fait, avec mes émotions. Comment j'en fais une richesse. Est-ce que je peux accueillir ce qui vit en moi sans le juger? Dans mon corps, d'ailleurs, comment ça me parle, en fait? Si je reviens à ce que je disais tout à l'heure, si je suis triste, est-ce que je peux m'autoriser le don des larmes? Pas forcément devant tout le monde dans un premier temps, mais est-ce que je peux m'autoriser ça? Est-ce que c'est OK pour moi aujourd'hui de me dire, bah oui, mais non, en fait, j'ai ressenti de la tristesse dans ma vie, mais je l'ai toujours transformée en colère. Aujourd'hui, est-ce que je peux accueillir que c'est de la tristesse, quoi? Est-ce que je peux dire que j'ai peur? Parce que ça, c'est pareil. Pour les hommes, faut pas avoir peur, quoi. Mais est-ce que je peux dire que là, mais ouais, j'ai les boules, quoi. Franchement, ça me, je sais pas, ça me fait, ouais, j'ai peur, ouais. Je peux dire que j'ai peur. Est-ce que je peux m'exposer? Est-ce que je peux me déposer avec ça? Est-ce que je peux déjà avoir de l'honnêteté, en fait, avec ce qui vit en moi? Et pour cet accueil des émotions, je crois qu'il y a ce retour au corps, en fait. Parce que c'est dans le corps qu'on ressent, en fait, ces émotions. Et est-ce que je peux mettre de la douceur, en fait, dans mon corps? J'ai échangé avec un ami ce matin où on parlait de la puissance et de la douceur. Et je crois que moi, c'est quelque chose qui m'a inspiré là aussi, c'est que est-ce qu'on peut revenir, en fait, à la douceur et goûter finalement l'intensité de ce que c'est? Et que c'est très puissant, la douceur, dans l'intensité. Est-ce qu'il y a une part de nous, en fait, qui peut être bienveillant? Est-ce que nous-mêmes, on peut se prendre dans les bras, vous voyez, comme ça, quoi? Se dire, OK, ouais, c'est ça que je vis, quoi. J'ai peur, quoi. Ouais, ça me fait peur. Ou je suis triste, quoi. Est-ce que je peux accueillir que je suis triste? Et est-ce que le mouvement peut se faire, quoi? Et donc, dans cette dynamique-là, émotionnelle, l'homme aussi, il peut se libérer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, si on garde tout, en fait, à l'intérieur, ça se transforme. C'est-à-dire que le corps, à un moment, il y a trop de choses, en fait, il y a trop d'énergie. Et du coup, ça peut se transformer. Il y a un champ, en fait, qui s'appelle l'épigénétique. Il considère qu'on a un pouvoir sur nos gènes qu'on peut activer ou inhiber, même si on a toujours entendu que c'était comme ça, la génétique, on n'y pouvait rien. Aujourd'hui, il y a une branche qui dit si on peut, avec la prise en charge de nos émotions, avec nos relations, avec les liens qu'on entretient, notre épanouissement, notre nourriture, la manière dont on respire, tout ça peut jouer en fait. On peut reprendre notre pouvoir à cet endroit-là. Donc, alors on peut être sceptique sur cette dynamique, mais moi, je vous invite en fait c'est un peu ce cinquième accord Toltec qui dit soyez sceptique, mais apprenez à écouter. Est-ce que je vais m'autoriser à vivre, par exemple, à écouter mon corps et voir si ça me libère, en fait? Est-ce que je me sens plus léger, en fait? Parce qu'une fois l'espace libéré de toute cette émotionnelle, tout ce qui éventuellement contrôle et comprime, est-ce que quand je m'en allège, ça m'ouvre, quoi? Du coup, ça me permet de respirer un peu mieux, quoi. Est-ce que mon cœur se sent plus léger? Est-ce que la cage s'ouvre un peu, comme on disait tout à l'heure? Et est-ce que du coup, mon énergie, je peux la mettre au service de quelque chose? Je suis intervenu dans des entreprises, des fois, pour dire est-ce qu'on peut mettre un côté humaniste dans des structures qui sont vraiment très rigides, très dures, très horizontales. Et est-ce que je peux m'ouvrir à certains outils? Est-ce que je peux m'ouvrir aux huiles, faire respirer une huile essentielle à des grands managers, vous voyez? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que les gens sont OK? Bon, là, c'est dans un stage, donc ils l'ont fait. Mais est-ce que ça ouvre quelque chose chez eux? Une porte? Est-ce qu'on peut aller voir, par exemple, ce que peuvent faire les accords Toltec dans cette entreprise? Cette philosophie? Est-ce que vous êtes ouvert à ça?
Donc, je crois qu'un des premiers pas aussi sur ce chemin, c'est de s'autoriser, en fait. Et ça, on a le pouvoir. Chacun de nous avons le pouvoir. Bien sûr qu'il y aura peut-être des réflexes, des blocages, des refus de changement, parce que voilà, le changement peut faire peur. Mais est-ce que je peux m'autoriser d'entamer ce chemin? Le père, l'idée, c'est quand on va dans un autre registre que celui de la domination et de la coercition. Moi, j'y crois plus. J'ai commencé mon aventure de père il y a 20 ans. Comme je vous l'ai dit, j'ai 5 enfants. J'ai commencé mon aventure de père il y a 20 ans. Et j'ai commencé une aventure de père avec quelque chose d'autoritariste. Parce que je croyais que c'était ça, en fait, mon job. Et puis, j'avais un enfant, lui, il n'avait pas envie d'autoritarisme, en fait. Donc, c'était pas que c'est un enfant tyran ou tous ces trucs-là. Je ne crois pas aux enfants tyrans. Je crois juste qu'il y a un être, en fait, qui est là, en fait. Moi, j'ai un peu plus d'avance en termes d'âge que lui. Et j'ai un être, en fait, qui est en lien avec moi. Et comment on fait pour que ce soit le plus fluide ensemble pour évoluer dans notre relation. Et je crois qu'à un moment donné, en fait, il y a quelque chose de l'effet miroir, en fait, de l'enfant qui me permettait de travailler aussi sur moi, ma manière d'être, ma manière de me comporter. Est-ce que j'avais envie que mon enfant ait peur de moi? Est-ce que j'avais envie qu'il soit terrorisé? Est-ce que j'avais envie qu'il se dise, bah oui, c'est par la force qu'on règle les problèmes? Et donc, j'ai fait un bout de chemin sur la relation. Est-ce que j'ai envie de me dire que bah oui, je suis pas là pour prendre soin, je suis là en fait au travail, par exemple. C'est pareil. Moi, mon job au début, c'était j'allais travailler. Et c'était là qu'était ma place. Et pourtant, à la maison, on avait besoin de moi. Mais dans les injonctions que j'avais reçues, je faisais le job. Et je ne comprenais pas pourquoi on me disait non, mais c'est pas ça, ça va pas. Pourtant, ça va, j'obéis à cette injonction, j'allais dire. Moi, je fais le job, je vais travailler, je ramène de l'argent, et je suis autoritariste. Donc un père qui choisit un autre chemin que celui-là, peut, pareil, construire un lien au corps, vous voyez, qui est différent. Est-ce que ça peut être de la douceur? Et c'est pas parce que souvent on a peur. L'idée, c'est pas de... Est-ce que la bienveillance fait peur? En fait, on entend beaucoup de choses, mais je crois que la bienveillance, il y a une confusion. Les gens pensent que bienveillance, c'est laxisme. Ça n'a strictement rien à voir pour moi. La bienveillance, c'est toujours pareil, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a aussi la bienveillance envers soi dans la relation. Et donc, est-ce que je peux m'autoriser à être bienveillant avec mon enfant et ne pas avoir peur de cette relation horizontale? Vous voyez les deux arbres qui sont là, quoi. Est-ce que je peux construire quelque chose d'horizontal et plus vertical? Est-ce que je peux considérer l'enfant, en fait, d'une manière différente? Est-ce que je peux être un pilier dans son enfance et non pas forcément quelque chose qui écrase, en fait? Est-ce que je peux être là, non pas pour tout autoriser, non pas pour tout accepter, c'est pas ça l'idée, mais est-ce que je peux être là dans son expérience de vie et être un soutien? C'est OK pour dire quand ça ne me va pas, c'est pas OK pour moi, tu peux pas me parler, enfin, j'accepte pas que tu me parles comme ça, ou j'ai peur, je te laisserai pas expérimenter ça, c'est impossible pour moi. Mais être un pilier, en fait. Et aussi un facilitateur. Est-ce que je peux être un guide? C'est-à-dire, je peux donner la main et non pas la tirer, en fait. Moi, j'étais dans un atelier avec des parents. Il y a donc, il y avait des mamans et des papas qui étaient là, mais principalement des mamans avec des enfants. Et il y a un des enfants qui a dit, mais maman, tu me l'as donné, la vie. Et je crois qu'il y a ça aussi dans la dynamique, c'est qu'on donne la vie à nos enfants. Mais des fois, on passe notre temps à la reprendre, en fait. Donc, est-ce qu'on peut être des facilitateurs, des guides sur ce chemin, avec notre expérience, qui n'est pas une vérité absolue, mais est-ce qu'on peut faire ça? Au niveau de l'amant, c'est comment je vis mon rapport au corps, je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je peux sortir des carcans, en fait, de certaines industries par rapport au sexe, de non-communication? Est-ce que je connais mon propre corps pour savoir ce qui me fait du bien? Est-ce que je peux avoir un rapport à mon corps qui est plus doux? Et est-ce que je peux être plus dans l'être que dans le faire? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, ça fait 24 ans qu'on chemine ensemble avec Amélie. Le thème de la sexualité, c'était un thème de souffrance, pour les deux. Chacun dans nos registres, chacun dans nos histoires.
Et au fil, en fait, de nos échanges, au fil de penser nos blessures, au fil de cette communication qui fait que, je crois, aujourd'hui, on est encore ensemble à vouloir cheminer et coévoluer ensemble, on a découvert une autre manière, en fait, dans nos relations intimes. Et qui est plus une manière dans le faire, qui fait que moi, ça me libère aussi des injonctions dont je vous parlais au début, c'est-à-dire le devoir, la performance, le quantitatif, l'objectif orgasme, tous ces trucs-là, et que pour elle, ça lui permet aussi de goûter une autre manière d'être et de vivre en fait sa sexualité. Et à cet endroit-là, je crois qu'il y a des fois, on entend les femmes, bah oui, mais il y a des hommes qui sont frustrés parce que les femmes ont des besoins, on va dire, ou des désirs qui sont inférieurs aux hommes. Mais si on retournait le truc de se dire, oui, mais est-ce que c'est parce que les femmes finalement ne sont pas épanouies en fait, dans ce qu'elles vivent? Et si nous, en tant qu'hommes, on proposait autre chose, mais qui nous servait aussi, parce qu'on pouvait goûter des espaces qui nous sont totalement inconnus, dont on ne soupçonne même pas l'existence, est-ce que si on faisait ce chemin ensemble, on pourrait finalement trouver une voie qui nous fait toucher des endroits dont on ne soupçonnait même pas l'existence dans celle qu'on vit, enfin, la manière dont on faisait les choses auparavant. Donc c'est aussi, en fait, et j'en reparlerai après, mais c'est à dire, tiens, comment est-ce qu'on s'autorise à? Est-ce qu'on s'autorise, parce que dans certaines cultures, la sexualité est un chemin sacré, en fait. Quand on dit sacré, c'est juste, finalement, on revient dans le corps et on goûte quelque chose aussi dans des champs, en fait, qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus grands. Tout ce que je vous dis là, qui était en amont, dans l'ensemble, c'est pas des choses que je vous théorise, parce qu'en fait, il y a une chose qui est fondamentale pour moi, c'est l'expérience directe. Parce que là, tout ce que je vous dis n'a pas vocation à être une vérité absolue, quoi. C'est des accompagnements que j'ai faits et aussi des expériences personnelles que j'ai vécues. Chacun son chemin, mais si vous voulez, en fait, que ce mental qui est souvent prégnant chez nous est très fort, l'expérience directe, le mental a beaucoup plus de mal, en fait, à la nier. Donc, si vous vous autorisez à ouvrir votre esprit, et on va le voir avec le sage juste ailleurs, si vous autorisez, en fait, à pas fermer la porte à quelque chose qui n'est pas forcément concevable intellectuellement, mais vous vous autorisez à ressentir et à faire l'expérience d'eux, vous verrez peut-être qu'il y a des choses insoupçonnées que vous allez découvrir. Une fois que vous avez fait le premier pas, vous dire bah, peut-être, pourquoi pas le deuxième en fait. Et donc, un sage qui s'ouvre à ça, ça change la dimension, quoi. Est-ce que nos 5 sens, c'est juste ça? Pour moi, c'est beaucoup plus grand que ça. Mais il faut s'autoriser à se dire, ah oui, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut aller au-delà de nos 5 sens? Est-ce que je crois, par exemple, à la communication animalière? Je vais dire quelque chose de... j'y crois pas, ok, ça marche. Moi, je sais juste que j'ai vécu une expérience où mon mental, il a du mal à me dire, ouais, mais c'est pas possible, on peut rien faire du tout de ce qui s'ensuit. Je vous le dis là, peut-être une fois, bon, moi, j'y crois pas. Je vous invite à vivre, en fait, les choses, à expérimenter les expériences de mort imminente ou tous ces trucs-là. J'ai accompagné quelqu'un qui en avait vécu une. Si j'avais été fermé à ça, je me disais, mais non, mais ça n'existe pas, en fait. Ces trucs de NDE et tout ça, c'est de la connerie. Cette personne que je reçois au cabinet, si je n'ouvre pas le champ des possibles, à dire, OK, mais qu'est-ce que ça vous fait chez vous? Comment ça marche? Je peux me renseigner qui a bossé dessus. Et j'ouvre l'espace. Je ne me ferme pas là, j'ouvre. Eh ben, il y a quelque chose qui a circulé, qui a été libérateur, et ça lui a ouvert le champ, en fait, de pacifier son expérience de vie qu'elle avait depuis 30 ans, quoi. Elle l'avait vécu à 16 ans, elle traînait ça depuis 30 ans. Donc, est-ce qu'on peut s'ouvrir à des choses, effectivement, auxquelles on ne peut pas forcément donner de crédit intellectuel, mais qui, du coup, va nous libérer, en fait, l'esprit. On va pouvoir goûter quelque chose qui est plus grand. On va ouvrir le champ des possibles. Donc là-dessus, travailler sur la pensée, quoi. Sur ce mental menteur, les histoires des suppositions, les histoires des croyances. Et donc ça, c'est important aussi pour moi dans les injonctions où on est quelque chose d'une société qui est très mentale, en fait. On s'est coupé, je crois qu'on s'est coupé, en fait, de quelque chose. Et l'idée, c'est de réouvrir ça.
OK. En quelques mots, si on a envie d'entamer le chemin, alors on peut le faire en individuel. Donc c'est quelque chose qui est plus ciblé, qui est plus intimiste parce qu'on n'est qu'avec le thérapeute. Ça permet d'impulser les choses aussi, parce que des fois, on se sent plus en sécurité quand il n'y a pas le regard des autres. On occupe tout l'espace, parce qu'il n'y a que nous, en fait. La personne qui nous accompagne est dédiée à ça. C'est quelque chose c'est plus flexible aussi, puisqu'il n'y a qu'une personne à gérer, donc on peut adapter plus facilement. Et entre guillemets, le travail peut se faire des fois plus en profondeur. Et après, on peut faire un travail aussi en groupe. Et l'idée du groupe, ce qui est intéressant, que ce soit in situ, alors maintenant dans notre société on dit aussi en présentiel, mais quand les personnes sont là physiquement ou à distance, c'est que dans le groupe, il y a quelque chose de riche. Comme on est là en train de partager, alors pour l'instant c'est surtout moi qui parle, mais il y a la richesse de chacun en fait. Il y a les histoires de vie de chacun. Et il y a des effets miroirs. Moi, je ne crois plus à avoir expérimenté des groupes en tant qu'accompagnateur ou en tant que participant à quelque chose du hasard. Souvent, il y a des intersections communes qui se font, quoi. Et donc, on peut vraiment expérimenter ce laboratoire relationnel sur place. Donc, c'est un espace qui est partagé, mais néanmoins, c'est quelque chose qui bouge, en fait, c'est organique. Et on peut aussi trouver le soutien, en fait, et l'énergie du groupe. Parce qu'il y a toutes ces énergies qui se rassemblent, qui font que ça donne une dimension beaucoup plus forte et plus intense. Donc, il y a la présence, qui est une chose, et puis après, le côté à distance, qui est aussi, mais moins intense, je pense, mais néanmoins, les effets de miroir sont présents. Voilà ce que je voulais vous partager dans un premier temps. Alors, je vais arrêter le partage de mon écran. Je vais vous retrouver et je vais remettre les micros. Est-ce que, après cette première partie, vous avez une question? Il y a quelque chose qui vous appelle dans ce que je viens de dire? Et avant de, voilà, donc on s'accorde une 10-15 minutes si c'est OK pour vous. Si jamais vous avez des questions par rapport ou quelque chose qui vous interroge, moi je reste à l'écoute. Et donc les micros, normalement, sauf si je l'ai pas fait, je vais regarder ça tout de suite. Normalement, je vais donner la possibilité. Ah, oui, c'est ça, je vais autoriser. Normalement, si quelqu'un veut poser une question, normalement, vous pouvez reprendre la main. Bon, sinon, que ça peut-être a été super clair et voilà. Mais... OK. Donc, pas de questions par rapport à ce qui vient d'être dit. Ouais, Christophe, vas-y, je te laisse. Tu peux réactiver ton micro si tu veux. Attends, on t'entend pas. Faut que tu réactives ton micro. Ah oui, Ouais, ok. c'est bon, merci. Vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Ok. Euh, pour toi, le travail avec des hommes, qu'y a-t-il de spécifique? Tu parles des injonctions, donc bien sûr, les injonctions vis-à-vis des hommes ne sont pas les mêmes que les injonctions vis-à-vis des femmes, mais ça marche sur le même processus, en fait. Est-ce que tu trouves qu'il y a quelque chose de particulier à travailler avec des hommes et quelque chose voilà, que tu pourrais pas faire avec des femmes, par exemple? Hmm. Ben, alors, en individuel, ça va être un peu différent. Mais en groupe, je dirais oui. Parce que je crois qu'il faut qu'on apprenne ou qu'on réapprenne ensemble à, à vivre et à échanger autrement. Et je crois que cet apprentissage, il est différent si on le fait entre pairs, c'est-à-dire entre hommes, ou si jamais il y a un cercle mixte, par exemple, un groupe mixte. Parce que dans un groupe mixte, si les hommes n'ont pas cheminé en amont, ou même s'ils l'ont fait d'ailleurs, si on réintroduit une femme dans un groupe, il y a souvent des enjeux qui se passent. L'énergie, si vous êtes dans un groupe d'hommes, vous faites rentrer une femme, l'énergie va changer en fait. Donc, entre hommes, rien qu'entre hommes, j'allais dire, ça permet aussi de se réapproprier la relation dans un lien qui est différent que celui de la compétition.
Si jamais on travaille en cercle, ensemble, il n'y a plus de hiérarchie, en fait. On est juste des êtres qui expérimentons la vie et on peut, dans un cadre sécuritaire, se poser et se déposer. Et je crois que ce qui change quand même entre les hommes et les femmes, c'est que chez les femmes, chez certaines femmes, il y a un naturel qui est beaucoup plus évident à s'exprimer, en fait. C'est-à-dire que l'intériorité, les femmes ont beaucoup de facilité à livrer leur intériorité. Les hommes, il y a quelque chose qui est beaucoup plus dans le faire, le plus de trouver des solutions plutôt que d'être dans le ressenti, en fait. D'être au contact, en fait, de ce qui vit en nous. Comment la vie, en fait, les femmes, elles accueillent la vie, en fait. Elles accueillent la vie, il y a des cycles, il y a tout un tas de choses. Nous, il faut qu'on se réapproprie, en fait, ce qui vit en nous. Et je crois que la différence, il y a de ça, en fait, entre les hommes et les femmes. Donc, c'est pour moi un peu différent parce que même dans les injonctions, même si effectivement les femmes ont leurs propres injonctions, il y a des choses qui sont plus caractéristiques chez les hommes. Le ne pleure pas, on peut demander à une fille ne pleure pas, quoi, de ne pas exprimer ses émotions. On voit bien, les hommes souvent expriment leur émotion, c'est la colère, quoi, c'est OK. Une fille qui pleure, on aura moins tendance à lui dire ne pleure pas. Une fille qui a peur, on aura peut-être moins tendance. Alors, je ne suis pas pour les généralités, c'est certains hommes, certaines femmes, certaines filles et certains garçons. Mais il y a quand même des choses qui sont prégnantes, quoi. Ceux qu'on a envoyés à la guerre ou qui ont choisi d'aller à la guerre, c'est toujours complexe, ce n'est pas les femmes. Donc, il y a ce truc-là. Dans les institutions, c'est pareil. Dans la compétition de celui qui est plus fort, la loi de la jungle et tout ça, il y a quand même de cet ordre-là aussi. Donc, il y a effectivement des injonctions, c'est un peu différent, mais c'est dans le lien qu'on a entre nous, quoi. Est-ce qu'on peut aller vers la collaboration et est-ce qu'on peut s'ouvrir à un homme sans forcément être en insécurité? Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, j'entends surtout la différence de facilité ou difficulté à s'exprimer, à être plus dans le ressenti. Et après, voilà, effectivement. Moi, c'est ce que je vis en fait, quand j'accompagne les hommes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. De s'autoriser, vraiment ce mouvement-là, quoi, s'autoriser ce mouvement vers l'extérieur. Ce qui vit en nous, c'est un peu vraiment l'image j'aime beaucoup cette image en fait, moi, de la cage avec le cœur enfermé, quoi. C'est le côté vulnérabilité, tout ça, non, c'est pas. Parce qu'on peut sauter la sensibilité, quoi. Oui, Jean-Philippe? Moi, s'ouvrir vers l'extérieur, c'est pas, j'allais dire, c'est pas un souci, ça dépend du cheminement de chacun. La problématique que tu peux rencontrer, c'est que tu as des gens à l'extérieur qui ne sont pas ouverts. Et tu peux très bien t'ouvrir à l'extérieur et on va te regarder en disant waouh, mais qui c'est ce mec? Tu vois, il va y avoir une zone de défiance. Voilà. Ou de marginalisation, éventuellement, si ça s'accentue. Donc, si tu veux, la problématique, elle est là aussi. Ton travail est intéressant parce qu'il permet à tout un chacun de prendre ses émotions, de les regarder en face. Est-ce que je peux pleurer? Est-ce que je peux me mettre en colère? Ça, voilà. OK, pas de souci. Mais la problématique, c'est que est-ce que les gens ont la capacité, les hommes ont la capacité de se regarder en tant qu'être humain eux-mêmes? Voilà. Et pas en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et je pense que la différence est variable parce qu'il y a des hommes qui sont aussi sensibles que des femmes et qui sont capables de s'ouvrir. Le côté genre me gêne un peu, mais après, pourquoi pas? Je ne pense plus que les émotions, elles sont toutes les mêmes, diversement distribuées dans les êtres humains, qu'ils soient hommes ou femmes, ou transgenres, ou peu importe. Mais voilà, quels que soient les genres. Après, oui, pourquoi pas, oui. Ok, ouais, j'entends ce que tu dis, mais effectivement, même s'il y a des évolutions sociétales et autres, il y a quand même des poids, en fait, qui pour moi restent dans l'histoire, même si on ne peut pas revenir sur cette histoire. Mais c'est des choses qui marquent néanmoins, et effectivement, c'est à chacun. On peut pas travailler, on aimerait beaucoup des fois avoir une télécommande pour changer l'autre. Ce serait des fois plus simple pour nous. Voilà, plutôt que se changer soi, quoi. C'est-à-dire, comment ça vit en moi, et plus c'est fluide et aligné en moi, et plus ça va être simple d'être en lien avec l'autre. C'est pas pour ça qu'on sera d'accord,
Mais en tout cas, ici, je suis OK, en fait, moi. Et plus on est en confiance, plus on est bienveillant avec ce qui vit en nous et qu'on se détache aussi du jugement de l'autre, bah, plus on est à même en fait d'exprimer qui on est, on va dire, cette phrase de dire exprimer qui on est. Moi, c'est ce que la vie, elle me traverse de cette manière-là, quoi. Mais si tu pars sur le principe de détacher de ce que pense l'autre, tu peux aussi te détacher de ce que tu as entendu dans ton enfance, hein. Tu Oui, c'est un travail. n'es pas obligé de travailler, enfin d'éduquer tes enfants comme tu peux, ton référentiel éducatif, tu peux l'évacuer, quoi. Enfin, moi, je l'ai fait, il y en a d'autres qui l'ont fait, c'est pas un souci, ça, hein. Ça peut se faire, c'est pas un problème. Après, c'est une zone de création et de créativité, mais on le fait tous dans la manière où l'éducation qu'on a reçue, on se dit, ah bah tiens, si je garde ça, je vais pas garder ça, ça, je vais le changer, et tous autant qu'on est de génération en génération, on essaye d'arranger l'éducation qu'on a reçue. Et de fait, nos enfants à l'adolescence, ils vont critiquer notre éducation. C'est normal, c'est le job. Et à partir de là, eux-mêmes vont essayer d'améliorer l'éducation qu'ils ont reçue. Et peut-être des fois reprendre des éléments qui ont été mis en œuvre par le grand-père, l'arrière-grand-père au précédent. Tu vois, il peut y avoir ce retour. Ouais, j'entends ce que tu dis. L'idée, c'est aussi, mais c'est ce que j'en ai conscience, quoi. Parce qu'on peut se dire, moi, je ne vais pas reproduire ce que j'ai reçu en tant qu'enfant, mais est-ce que je suis vraiment libre à cet endroit-là si je construis mon éducation contre? Parce que je ne construis pas mon éducation pour ne pas faire pareil, je vais faire contre ce que j'ai reçu. Et à cet endroit, on n'est pas libre pour moi, en fait. Soit je vais faire pareil par fidélité, loyauté familiale, et je le fais, parce que c'est comme ça, dans la famille, on a toujours fait comme ça, dans tel type de population, on fait comme ça. Bon, je suis en loyauté, mais je peux aussi me dire, bah non, je ne veux surtout pas faire ça. Mais si je me construis contre, bah, c'est du même acabit, quoi. Tant que je n'ai pas pris conscience et mis de la lumière sur le fait que ça pouvait être autrement, et c'est ce que je choisis vraiment en fait de faire autrement, ou est-ce que je me construis en fait d'une manière qui est en sorte en rébellion, comme on disait tout à l'heure, admettons, avec mes parents. Et puis, moi, je ne crois pas non plus à l'histoire d'adolescence, et après on passera à la suite. Je ne crois pas trop à l'histoire de la rébellion absolument de l'adolescence. Et je ne dis pas ça parce que tout à l'heure, j'ai reçu un message de ma fille qui a 17 ans, qui était juste partie en balade et qui nous a envoyé un SMS pour nous remercier, en fait. Alors, je ne dis pas que notre éducation était parfaite, j'ai pas le manuel en fait, de l'éducation parfaite. Et pourtant, c'est une adolescente et à cet endroit-là, il y a quelque chose. Moi, je crois que quand on construit un lien qui est horizontal et pas vertical dans la coercition et qui pour autant permet le respect de chacun, il n'y a pas forcément en fait une rébellion si forte en fait dans l'adolescence qui se construit contre. Parce que ça a toujours été avec et dans le respect des différences de chacun. Et ça, c'est juste d'expérience, en fait. C'est ma propre expérience, ce n'est pas une vérité absolue, mais je ne crois pas non plus comme une sorte d'obligation qui est quelque chose de contre à l'adolescence. Et je l'ai vécu aussi quand on a eu une école où on a une centaine d'enfants qu'on a accompagnés. On n'est pas obligé d'être, si on n'est pas contre et qu'on est avec, et ça n'empêche pas de poser la loi et d'être aligné, il n'y a pas besoin, en fait, de rébellion à un moment donné pour s'opposer, en fait. Ça dépend après de chaque enfant et du vécu et du positionnement des parents. Alors, c'est sûr que c'est une histoire qui est propre à chacun, mais néanmoins, moi, de mon expérience, je sais que c'est quelque chose qui est possible. C'est comme ça que je le vois. Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a aucun souci avec ça. Évacuer son éducation, c'est pas forcément dans le fait de regarder en face et de se dire ça, j'en veux pas, ça, je garde, ça, j'en veux pas. C'est aussi de le regarder en face. C'est pas une question de rébellion fondamentalement. Le fait de se regarder en soi et de s'accepter avec effectivement, s'il y a des décès, on a envie de pleurer, on pleure. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, où il y a certains hommes qui pleurent beaucoup pour des questions de joie, de paix, ou voilà, ainsi va la vie, il n'y a pas de souci. Après, c'est s'accepter, oui, tout à fait, c'est s'accepter, mais pour tout dire, ce qui m'étonne un peu là-dedans, c'est que j'ai l'impression d'être déjà allé plus loin que ça, mais par intuition, pas fait de raisonnement. Ouais, mais c'est possible. Ce n'est pas avec le mental, c'est des fois aussi avec le cœur. On va
Je vais être gardien du temps, je vais passer à la suite, et puis il y aura une phase de... On prendra le temps d'échanger à la fin. Donc, je vais repartager mon écran. Voilà. Voilà. Donc, dans l'idée, par rapport à ça, c'est, enfin, de mon expérience, ce que je propose est justement pour faire ce chemin sur les différents plans. Parce que l'idée, c'est d'avoir une sorte de transversalité dans les approches, parce que pour les hommes, alors attendez, je vais juste remettre pour le confort. Bon. Auditif. Toc. Voilà. L'idée de la transversalité, c'est que pour certains hommes, il y a, on a envie en fait de faire un chemin, de faire un pas, et des fois ça nous semble trop important, on ne sait pas vers quoi aller, on ne sait pas quel pas faire et dans quel domaine. Et donc des fois, ce qui peut nous aider, c'est de se dire, bah tiens, dans ce thème-là, par exemple avec mes enfants qu'on vient d'évoquer, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur là tout de suite. Et je me dis que je vais essayer en fait de faire ce pas-là, à cet endroit-là. Et le fait de voir en fait qu'il y a d'autres changements qui sont possibles, il y a d'autres voies qui sont envisageables, ça va m'aider éventuellement pour me dire, bah tiens, si je l'ai fait dans ce champ-là de ma vie, est-ce que je peux le faire en fait dans le champ de mon couple? Est-ce que je peux le faire par rapport à mon lien au vivant et à la nature? Donc, ce que je propose eu égard à mon expérience et les hommes que j'ai accompagnés, c'est des rencontres en fait en ligne qui sont sous forme d'accompagnement interactif et d'échanges en fait interactifs, comme on le fait un peu là ce soir, et puis un cercle à la fin pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc cet accompagnement, il sera sur 6 semaines, et on va revoir un peu les injonctions. C'est-à-dire, OK, ça marche une fois qu'on a dit ça, il y a les 33 injonctions dont j'évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'on peut faire le chemin pour savoir comment ça se passe? Alors, je vais vous le faire. Donc, c'est sur 5 semaines. Donc, quelle place pour l'homme? C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a quand même des grands bouleversements sociétaux dans les décennies qui viennent de se passer. Et comment on fait, nous, pour retrouver et choisir notre place? Et pour choisir notre place, je reste convaincu, moi, qu'il faut qu'on se libère des injonctions qui pèsent sur nous. Et aussi des blessures, en fait, qui restent en nous. Est-ce qu'on peut accepter et accorder qu'on est un homme blessé? Et une fois qu'on regarde ça et qu'on s'autorise à prendre soin, en fait, de ces parts qui sont blessées en nous, on peut se dire, OK, maintenant, c'est quel rôle et quelle mission j'ai envie de jouer? Qu'est-ce que j'ai envie, où est-ce que j'ai envie de mettre mon énergie? Qu'est-ce que je voudrais changer, en fait? Qu'est-ce qui est fondamentalement important pour moi? Et puis, qu'est-ce que je voudrais abandonner? Mais tout ça, de le faire en conscience et libérer, en fait, de poids qui pèsent sur moi. Et l'idée, c'est vraiment de retrouver un épanouissement. C'est de dire de retrouver la joie, en fait. Est-ce que ça me fait vibrer? La deuxième semaine, on va aborder où et comment j'utilise mon énergie. Les émotions sont des alliés, en fait. Ce sont des messagères. On est là pour les écouter. Elles sont là pour nous passer un message. Et on peut les taire, on peut éventuellement les mettre de côté, et on peut les refuser. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire un chemin de se dire, tiens, est-ce que je peux prendre soin? Et donc, j'appelle ça une sorte d'hygiène émotionnelle. Et donc, comment on fait pour prendre soin? Alors, il peut y avoir des techniques, par exemple, de pranayama yoga. Ils sont des techniques de souffle respiratoire pour se libérer en fait des émotions. On peut faire des pratiques corporelles. Donc, l'idée, c'est d'évoquer aussi tous les outils en fait et pratiques qu'on peut mettre en œuvre en fait pour revenir à l'intérieur de son corps, en fait, refaire la paix avec son corps. Parce qu'une fois qu'on est en paix avec son corps, on peut en fait en faire un allié pour voir quelle place on a envie de prendre en fait. Et comment on va mettre son énergie et avec joie, comment on va vibrer cette énergie et comment on va pouvoir agir de manière juste et en harmonie en fait avec les autres, puisqu'on sera bien avec nous-mêmes, avec ce qui vit en nous, on s'inscrira d'une manière différente dans la relation avec les autres.
Et puis, en fonction de la manière dont on se voit, on pourra se mettre en mouvement avec audace, non pas avec la culpabilité de l'erreur, c'est-à-dire là, je vais rater, mais avec l'audace en fait d'essayer et de faire de la vie une expérience. La 3e semaine, c'est l'amant, le couple. Dans ma vision des choses, le couple est une voie de connaissance de soi et de libération. Et même dans les expériences en fait qu'on vit sur des durées moins longues, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des choses qui se reproduisent? Pourquoi ça se reproduit? Pourquoi je tombe toujours en fait sur ces personnes-là? Qu'est-ce qui fait en fait que je suis toujours en lien en fait? Qu'est-ce que la vie en fait me représente? Et comment je peux mettre en place une communication qui fait qu'il y a de la fluidité? On a le droit de ne pas être d'accord, mais si on ne sait pas en fait ce qui vit en l'autre ou ce qui vit en nous, déjà ce qui vit en nous, comment on fait pour l'exprimer? Et si on ne communique pas, comment on fait pour essayer d'avancer ensemble, en fait, de coévoluer? Donc l'idée, c'est vraiment ça aussi, quoi. Comment on fait pour sortir en fait, des injonctions et des attentes? Et d'autres voies pour une sexualité épanouissante, l'idée, c'est de se dire, mais est-ce qu'il y a des choses, en fait, que ce soit dans le taoïsme, dans le tantrisme, dans le slow sex ou autre, qui permettent de goûter une sexualité où les deux sont épanouis, en fait, où les désirs et besoins de chacun sont remplis? Et est-ce qu'on peut sortir de faire pour être dans l'être? Est-ce qu'on peut mettre de la présence et de la conscience à un endroit où il y a quelque chose qui peut être juste mécanique? Est-ce qu'on peut remettre, comme disent certains, entre guillemets, du sacré dedans? Est-ce qu'on peut vivre des expériences dont on n'a même pas idée? Et donc cette voie-là, en fait, c'est quelque chose aussi, est-ce que je m'autorise à regarder ça? Comment je fais la paix avec mon propre corps? Est-ce que je me connais? Et donc l'idée, c'est d'entrevoir ces voies différentes, qui ne sont pas forcément connues, même si certaines ont pris une certaine ampleur, mais comment je fais pour goûter ça, en fait? Est-ce que je m'autorise à ce champ-là? En semaine 4, il y aura le père et les enfants. Dans les rôles du père, c'est est-ce que je peux sortir des violences éducatives ordinaires? De se dire, par exemple, ouais, bon, on n'en est pas mort, nous, c'est pas grave, on continue. Est-ce qu'on peut sortir de C'est pour ton bien, enfin, ce livre d'Alice Miller, parce qu'on a dit qu'on doit, en fait, on doit éduquer les enfants de cette manière-là parce que c'est pour leur bien. Et est-ce que je peux choisir, par exemple, l'exemplarité? Parce qu'Albert Schweitzer, qui est un médecin amoureux de la vie, il disait que le seul moyen d'influencer, enfin, la meilleure manière d'influencer, c'est l'exemplarité. Est-ce que je peux prendre de l'enfant intérieur qui vit en nous? Je vous enverrai quelque chose demain. C'est-à-dire que, est-ce que ce qui me guide, en fait, dans ma vie, même en tant que quand je deviens père, c'est l'enfant que j'ai été, c'est le fils que j'ai été qui guide l'enfant? Est-ce que je peux envisager le non-agisme, en fait, de se dire qu'il n'y a pas une... moi, je suis mieux que mon enfant parce que j'ai quelques dizaines d'années de plus. Est-ce que je peux essayer de le mettre là? Et j'ai juste une avance en termes de temps, quoi. Est-ce que je peux voir ce concept-là? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que je peux sortir de la domination pour une relation horizontale? Et puis, est-ce que je suis vraiment libre d'être le père que je souhaite? Parce que il y a ça aussi dans l'idée de se croire qu'on est des gens qui se construisent contre, en fait. Et à cet endroit-là, ils ne sont pas libres. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme chemin pour me libérer? Et l'idée, c'est est-ce que je goûte des relations à mes enfants qui sont nourrissantes, qui sont épanouissantes? Est-ce qu'il y a de la joie, en fait? C'est ça le témoin. C'est pas est-ce que je suis en train de bien éduquer, mal éduquer, je ne sais pas qui est le livre. Non, est-ce que les liens à mes enfants sont nourrissants? Moi, c'est ça qui me semble important. En semaine 5, il y a le lien au vivant. C'est l'idée d'avoir conscience de ce qui vit en nous et comment la pensée, en fait, influe sur notre vie. Ces dizaines de milliers de pensées, en fait, qui sont dans notre vie. Est-ce qu'il y a un moyen, en fait, d'apaiser ça? Et donc, dans l'idée, en fait, d'apaiser ça, il y a tout un tas de champs, quoi, que ce soit les accords Toltec, que ce soit il y a le travail de Byron Katie, il y a la méditation de pleine conscience pour travailler la présence. Est-ce qu'on fait de nos rêves, de notre intuition? Est-ce que je m'autorise à tirer une carte dans un oracle, non pas pour en faire une vérité absolue ou quelque chose de divinatoire, mais est-ce que déjà dans un premier temps, tiens, est-ce que je peux lire en fait ce qui se tire sur cette carte entre guillemets dite au hasard, et est-ce que ça me parle, quoi? Est-ce que ça m'ouvre en fait quelque chose? Développer son lien en vivant, c'est est-ce que je m'autorise à m'émerveiller des choses qui sont juste autour de moi? Si je vais juste faire une balade en forêt, est-ce que je peux m'émerveiller entre guillemets de petites choses? Être pleinement présent
pour explorer aussi différents champs de conscience. L'expérience directe, pour moi, c'est fondamental, notamment dans ce lien au sage et au lien au vivant, en fait. C'est, est-ce que je m'autorise à expérimenter les choses pour que mon mental ait moins de prise, en fait, sur moi. Et puis, dans la rencontre 6, c'est une météo, c'est où est-ce que j'en suis. L'idée, c'est qu'on se retrouve un mois et demi après, pour pouvoir se dire, tiens, ben voilà, il y a des mois, j'ai plus investi ce champ-là dans ma vie parce que dans mon couple, j'en étais là. Ou moi, avec mes enfants, je ne savais plus trop comment faire, j'étais toujours en train de reproduire la même chose, j'ai essayé ça. Et on vit un cercle, en fait. On vit un cercle de partage avec tout ce que ça comporte, pour l'idée aussi de se soutenir, en fait, d'être ensemble. On fait ce chemin ensemble dans le non-jugement, autant que faire se peut. On n'est pas là pour juger l'autre, on est là pour essayer de se soutenir ensemble. Et ça, c'est quelque chose entre hommes, on voit qu'on a aussi à réapprendre, non pas forcément dans le faire, parce que dans le faire, les donner des coups de main et tout ce qui s'ensuit, ok, très bien. Dans l'être, est-ce qu'on peut se soutenir en fait dans ce qu'on vit? Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'on a à apprendre. Donc, l'idée, c'est que je vous propose cette formation sur 6 semaines. C'est une offre que j'ai essayé de faire la plus juste possible. Parce que je sais, en fait, moi personnellement, ce que ça m'a apporté, en fait, les différents points qu'on vient d'évoquer depuis le début de cette masterclass. Et j'ai aussi, du coup, envie d'offrir ça comme expérience à d'autres hommes. Donc, l'idée, c'est que donc c'est 43 € par soirée, en fait, ce qui fait 86 € par mois, donc le total de 258 que vous pouvez régler en 3 fois. Vraiment, le chemin de l'homme libre et conscient, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que je le goûte et je vois ce que ça fait aussi chez les hommes que j'ai accompagnés. Je vois comment ça ouvre des espaces. Comment le fait de libérer en fait les cœurs amène de la légèreté. Et comment, des fois, de la simplicité aussi dans certains outils, mais pas simpliste en fait. Comment on revient des fois à l'essentiel. Et donc, dans l'idée, c'est 2 heures de formation en live pendant 5 semaines plus un cercle, mais je sais très bien que ce sera plus que 2 heures. Parce qu'une fois, quand on est dans l'énergie du partage, il y a quelque chose qui se met en œuvre, en fait. Et moi, j'ai cœur à échanger, qu'on puisse prendre le temps, en fait, d'accueillir ce qu'il y a à accueillir. L'idée, c'est que ces échanges et partages se feront ensemble au cours de ce parcours, en fait, au cours de ce chemin. On aura des pratiques en fait, qu'on fera en live, vraiment des choses qu'on expérimentera. Comme je l'ai dit, l'expérience directe, pour moi, est fondamentale. Parce que le mental a beaucoup de poids, mais il en a moins en fait quand on arrive à expérimenter. Il y aura des écrits qui sont sous forme de cartes mentales qui permettent de résumer, d'avoir une vision d'ensemble et globale en fait, des choses. Et puis, il y a un groupe en fait, de partage qui est mis en place où on peut échanger en fait, entre hommes. Parce que je crois que le soutien aussi est important. Quand il y a un gars qui traverse quelque chose de complexe et de difficile, le fait de se sentir soutenu dans cette approche, ça donne toujours du baume au cœur, en fait. Ça aide à traverser de manière plus légère, non pas pour faire comme des fois on a l'habitude, c'est-à-dire donner un conseil, juste être là, juste manifester en fait sa présence. Voilà, ce qui me tenait à cœur en fait de vous proposer aussi ce soir dans cette masterclass. Et donc ça, la formation démarre le 22 février, donc mercredi de la semaine prochaine. Si vous voulez, vous avez le lien en fait derrière. Je vais vous le mettre dans le chat. Et puis si c'est OK pour vous, je vais me remettre, je vais arrêter le partage et puis je vais réouvrir les micros. Si c'est OK pour vous, je vais juste voir si le lien fonctionne, ça marche. Voilà, je vous ai mis le lien. Et puis, j'ai à cœur de continuer à échanger et de voir avec vous si vous aviez envie de rebondir en fait, sur quelque chose, si vous avez des questions, si vous avez... Et puis, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est que si jamais il y a des hommes qui ont envie de s'engager dans ce bout de chemin avec moi,
et vous n'êtes pas sûr, vous avez des questionnements, vous avez des doutes, est-ce que ça vous correspond? Vous m'envoyez un mail, vous me donnez vos disponibilités, on se rappelle. Moi, j'ai vraiment à cœur de vous dire après, ouais, est-ce que c'est OK pour moi ou pas? Ça me semble pertinent, en fait, par rapport à ce que tu me dis. OK. Et si c'est pas le cas, eh ben, je proposerai d'autres choses, d'autres alternatives. Où je dirais, bah, tiens, c'est peut-être plus là, en fait, que tu as intérêt à regarder ou à cheminer. Ça me semble plus correspondre à ton besoin par rapport à ce que tu m'évoques, quoi. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Et puis, ben, je reste à votre écoute. Si vous avez une question, vous avez envie de rebondir sur quelque chose, alors je sais il est 10h moins 10, mais n'hésitez pas si le cœur vous en dit. Donc normalement, si la technique a bien voulu me suivre, j'ai libéré les micros, me semble-t-il, et j'ai autorisé. Donc normalement, si quelqu'un veut prendre la main, vous pouvez le faire. Je vais prendre la parole. Juste pour te remercier de cette masterclass, du coup, qui était très, très instructive, assez intéressante. Et juste pour ça, en fait. Merci. Okay. Écoute, merci, Johan. Je prends. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui est complexe pour moi, c'est d'essayer de diffuser presque 20 années de chemin, quoi, et des dizaines, voire des centaines d'accompagnements, et en quelques dizaines de minutes. Donc l'idée, c'est vraiment voilà, c'est ça, c'est un exercice. J'ai tellement de cœur à partager, j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses et une telle richesse, et quand je vois en fait ce que ça peut amener chez certains hommes, merci en fait, merci de ton témoignage, Johan, pour ça. Romain, tu voulais éventuellement partager quelque chose? Oui, non, mais je te remercie également. Il m'a devancé un peu. Non, juste moi, c'est au niveau des dates. Oui. Sur le lien que tu as envoyé, ou qui va partir, pardon, Oui. est-ce que tu as d'autres dates? Que tu dis le 22 février. Oui. Moi, pour rien te cacher, je suis intéressé, voire même très intéressé. Par contre, le 22 février va me poser problème à moi. Donc, c'est juste de savoir si dans ton lien, tu as des dates qui sont un peu plus loin. D'accord, ok. Alors pour l'instant, ce qui est posé au niveau de la formation, c'est que c'est un mercredi toutes les semaines. Ouais. L'idée, c'est qu'on démarre normalement le 22. Donc après, on verra s'il y a des ajustements à faire, mais normalement, ça démarre le 22. Et ensuite, on suit d'une semaine en une semaine, sachant qu'il y a le replay qui est accessible normalement dès le lendemain matin. Alors c'est sûr que si tu as tous les mercredis, en fait, où c'est problématique pour toi, j'entends. Après, il est possible que si c'est un soir qui pose problème, de toute façon, il y a le replay qui est disponible. Et moi, je me tiens à la disposition si jamais tu as des questions par rapport au replay, parce que ça n'a pas forcément été explicite, ou tu avais une question qui n'a pas été posée et tu as besoin d'un éclaircissement. Moi, je me tiens à disposition dans ce cadre-là, quoi. Ok. Merci, Romain. Est-ce que quelqu'un avait envie de poser quelques mots, une question? Ok. Oui. Pardon. Oui, Vas-y, Baptiste. Merci aussi pour ta bienveillance. Et je voulais juste savoir quelque chose où j'ai pas compris. Oui. Chaque mercredi, on se retrouve tous ensemble. Alors, chaque mercredi, on retrouve tous les gars, parce qu'en fait, là, on est une vingtaine, et j'avais 110 personnes, en fait, qui ont demandé le lien. Et qui, du coup, ces 110 personnes, donc on va dire les 90 qui restent, vont revoir demain le replay de cette masterclass, et donc la proposition aussi de formation qui s'ensuit. Et donc, les gens qui s'inscriront, en fait, derrière, vous allez recevoir demain un lien d'inscription à la formation. C'est le même lien que j'ai mis tout à l'heure dans le chat. Et si vous vous engagez sur ce chemin, en fait, avec moi, c'est les gars qui ont décidé, en fait, de faire ce bout de chemin, en fait, qu'on retrouvera, et on se retrouvera tous ensemble. On sera en groupe, en fait. L'idée, c'est que je diffuserai, en fait, les voix qu'on a évoquées tout à l'heure, ce qui me semble
intéressant d'aller visiter, et puis on aura un échange en fait. On fera ça aussi sous forme de cercle comme on a fait tout à l'heure. Ce ne sera pas juste quelque chose de descendant, parce que je l'ai dit, moi le vertical, je trouve ça réducteur, insuffisant, mais on sera ensemble. Ce sera quelque chose comme une sorte de forme de cercle, et il y aura des questions qui seront posées. Et puis on fera le chemin jusqu'au temps qu'il faut. J'ai mis 2 heures, mais si là ça rebondit, oui tiens, il y a un gars qui me dit ça, moi ça m'appelle ça, et on continue de faire le bout de chemin ensemble en fait, quoi. D'accord. Donc c'est les gars qui choisiront en fait de s'inscrire dans cette dynamique qu'on retrouvera les semaines, normalement à partir du mercredi 22. Et la dernière, clair? Oui. la dernière séance, du coup, Alors la dernière, on la déterminera ensemble. Donc justement, soit je ferai un framadate ou quelque chose qui dira est-ce que c'est un mois après, en fonction du chemin qu'on fera ensemble. J'aime bien aussi que ce soit organique, quoi, ça respire. Et donc on déterminera ensemble, est-ce que c'est au bout d'un mois, au bout de 6 semaines. L'idée, c'est qu'il y a une 6e séance qui sera déterminée, et puis ça laissera l'espace en fait d'expérimenter en fait. L'idée, c'est que cette séance-là, elle a pour but de dire tiens, on se remet ensemble, et moi, ça a été ça. Franchement, j'ai goûté cette pratique-là, ça a changé en fait ma vie sous cet espace-là. Moi, j'ai fait ça, je sais pas, soit j'ai pas compris, et soit ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc l'idée, c'est vraiment ça en fait. On se retrouve finalement en cercle et on expérimente ce que c'est un cercle d'hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai pas dit non plus, c'est que je distillerai aussi pour ceux qui ont envie de créer des cercles dans ces 5 rencontres préalables, et puis dans la 6e qu'on vivra, parce que si on vivra un cercle, je distillerai aussi, tiens, s'il y a des gars qui ont envie de monter un cercle par chez eux, parce que je crois que ça c'est important aussi, je distillerai éventuellement des manières de faire les cercles ou des thèmes comment vous pouvez les aborder dans les cercles. ok. C'est plus clair pour toi, Baptiste? Oui, merci. Merci à toi. Ok, super. Et 10h moins 3, mais voilà, je reste à l'écoute si quelqu'un avait encore envie de poser une question. Oui, moi c'est Christophe, donc je m'excuse, je suis arrivé en retard. Ok, Donc j'apprécie beaucoup qu'il y ait le replay après. ça Et marche. donc ça me permettra de bien voir ce que vous proposez, parce que là, Oui. effectivement, je suis arrivé, je crois, une demi-heure en retard. Donc forcément, Ok. j'ai pas tout compris. Il y a des choses qui m'ont parlé malgré tout. Ok. Donc voilà, je vais prendre connaissance du replay dès demain, dès qu'il sera disponible, quoi. Et Ok, puis, merci pour votre intervention. Ok, merci Christophe pour ça. Et puis comme je l'ai dit, n'hésitez pas à me solliciter en fait. D'accord? Vous m'envoyez un mail, même si c'est ok pour vous, vous me laissez votre numéro de téléphone et on échange, quoi. L'idée, c'est que ce soit le plus explicite en fait. Je prône quelque chose, c'est la clarté en ce moment. Et en tout cas, c'est pareil, l'authenticité, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc, en fonction de notre échange, je vous dirai aussi si ça me semble pertinent pour vous de s'engager sur ce chemin avec moi de cette manière-là. Ou sinon, je me dis, tiens, il y a plus un gars que je connais, peut-être je préfère te réorienter là-dessus, quoi. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. L'idée, c'est ça qui est important pour moi, quoi. Oui, un minimum, de toute façon, je pense que même si ça se fera pas avec vous, ou si ça se fera, mais peut-être un peu plus tard, il y a quand même des pistes malgré tout qui sont intéressantes à aller chercher. Ok, après, on peut se reparler, hein, Christophe, si tu voilà, même si moi, Oui, je suis non, mais ouvert à ça, à l'échange, quoi. Donc, avec plaisir. Avec plaisir. Ok. Merci. Ok, très bien, merci. Merci, Christophe. Ok, est-ce que c'est ok pour chacun? Ou est-ce que quelqu'un... Ouais, ok, merci Baptiste. Merci Ulysse. Je vous souhaite le meilleur dans ce chemin qu'est la vie. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir on a fait un petit bout de chemin ensemble, de m'avoir écouté. Merci pour ces échanges. Et puis, au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas. Demain, vous devez recevoir un mail. Regardez dans vos spams aussi, au cas où. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée. Et puis, au plaisir de vous retrouver.